Moi, je crois que, somme toute, le système qu'on a aujourd'hui, même s'il a des imperfections, finalement est le meilleur des systèmes. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Face aux faits. Aujourd'hui, nous sommes avec Yaël Braun-Pivet. Yaël Braun-Pivet, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle qui vous êtes. Vous avez 51 ans, vous êtes députée La République En Marche des Yvelines depuis 2017, présidente de la commission des lois, ancienne membre du PS. Vous avez donc rejoint Emmanuel Macron en 2017 et vous avez notamment été de nombreuses années bénévole au Resto du Cœur. C'est important de le souligner. Avant toute chose, la législature est terminée. Pas vraiment pour vous, il y a encore quelques travaux, mais dans un cadre général, c'est quoi le bilan que vous faites un petit peu de ce mandat législatif? C'est un bilan très intense parce que nous avons fait beaucoup de choses. Nous avions porté en 2017 cette fameuse promesse du renouvellement de nouvelles personnes en politique et j'en suis une. Moi, vous avez rappelé un engagement au Parti socialiste pendant quelques mois, mais jamais d'élection, jamais élu, jamais de responsabilité. Et c'est vrai qu'en 2017, on avait souhaité renouveler les pratiques avec de nouveaux visages. Donc déjà, je crois que c'est 5 ans après, c'est la réussite de ce pari de faire rentrer la société civile à l'Assemblée nationale et de la faire venir aux responsabilités. Donc ça, c'est un bilan positif en termes de renouvellement, féminisation, beaucoup de femmes. Moi, à la présidence de la commission des lois, je suis la deuxième femme seulement depuis le début de la Ve République, ça n'est pas rien. Et donc ça, c'est ce que nous avons fait et ce dont nous pouvons être fiers et je pense qu'il sera utile aux Français sur la durée. Après, nous avons beaucoup réformé, beaucoup œuvré pour changer le quotidien des Français dans beaucoup de domaines. On ne va pas refaire le bilan du quinquennat, mais nous, on a fait un bilan de la législature au niveau de notre groupe et il fait plus de 500 pages. Parce qu'il y a eu beaucoup de choses de faites. Après, c'est aussi un mandat où on a traversé d'importantes crises, une crise sanitaire, une crise économique due à la crise sanitaire et maintenant une crise internationale avec le conflit en Ukraine. Donc aussi un mandat où on a été parfois rattrapé par la réalité qui s'est imposée à nous. Et puis aussi les gilets jaunes, beaucoup d'aspects qui ont été peut-être compliqués à gérer, qui ont nécessité une forte présence. De par votre fonction, si l'on peut dire, vous êtes la personne qui murmure aux oreilles de Gérald Darmanin et Éric Dupond-Moretti. Ça a été quoi les réformes les plus marquantes de ces deux ministères, selon vous, que vous connaissez plutôt bien forcément? Alors déjà, ce serait injuste de résumer les réformes de ces ministères à ces deux ministres-là, puisque nous avons eu Madame Belloubet qui a apporté les réformes du ministère de la Justice pendant les 2 premières années, et puis au ministère de l'Intérieur, Gérard Collomb, puis Christophe Castaner. Donc on voit bien qu'il y a une continuité de l'État qui est incarnée à un moment donné par un ministre, mais que c'est plus largement une action gouvernementale au long cours. Je crois qu'en matière de justice, ce qui est historique, c'est la hausse des moyens. Avec une hausse qui n'avait jamais été vue. On sait que le budget de la justice est un budget qui a toujours été insuffisant et là on a vraiment mis le paquet. Donc je pense que c'est ça qu'il faut retenir, avec ensuite une loi de programmation justice, avec un certain nombre de lois qu'a porté Éric Dupond-Moretti et qui montrent qu'il y a eu des réformes en profondeur en termes de droit pénal, de procédure pénale, de violences faites aux femmes, avec beaucoup de textes qui ont été portés autour de cette priorité du quinquennat. En matière de sécurité, je crois que ce qu'on doit retenir, finalement, ce n'est pas tant le côté législatif que ce qui a été fait autour du Beauvau de la sécurité et qui aboutit aujourd'hui autour d'une nouvelle loi qui va être présentée prochainement en Conseil des ministres par Gérald Darmanin, c'est-à-dire aussi une nouvelle méthode, une façon différente de fonctionner où on essaye de mettre tous les acteurs autour de la table pour voir comment on arrive à bâtir les politiques publiques de demain. Et c'est d'ailleurs en ce sens que le président de la République a ouvert sa campagne, dire qu'il souhaitait vraiment une nouvelle méthode de fonctionnement démocratique. Et donc ce qui s'est passé autour du Beauvau de la sécurité illustre cela et était peut-être un peu précurseur. Bien sûr. Et vous parliez d'un sujet, vous m'avez un petit peu tendu la question. Il y a un sujet qui intéresse particulièrement l'opinion politique, c'est les violences faites aux femmes. Qu'est-ce qu'il faut faire de mieux
pour les accompagner? On sait qu'il y a des femmes qui disent qu'on n'est pas assez entendu, les plaintes, beaucoup de choses qui font que ça les décourage à se battre quand elles sont victimes de violences. Qu'est-ce que c'est quoi vous dites qu'il y a déjà des choses évidemment qui ont été faites, mais qu'est-ce que c'est l'idée pour vraiment encore améliorer ça? Je crois que en fait, il n'y a jamais en politique et dans une action publique de solution miracle. Donc il n'y a jamais une idée qui tout d'un coup va faire que le problème va disparaître. Ça n'existe pas. Et bien au contraire, en fait, ça montre qu'il faut vraiment agir tout azimut pour réussir à trouver la solution d'une difficulté. Vous parlez du dépôt de plainte pour une femme. On sait à quel point c'est compliqué. Donc il faut l'aider à déposer plainte. Il faut l'aider à déposer plainte en l'entourant. Et là, on a besoin beaucoup des associations qui accompagnent ces femmes en amont et en aval, mais qui font vraiment du service sur mesure. Moi, c'est ce que j'avais découvert en étant au Resto du Cœur, c'est que les personnes qui sont en difficulté, elles ont besoin d'un accompagnement individuel, parce que chaque cas est différent. Derrière chaque cas, derrière chaque situation, il y a une histoire, il y a un vécu, il y a un ressenti. Et en fait, ça prend souvent longtemps de dénouer le fil, d'accompagner. Il ne suffit pas d'appuyer sur un bouton. Donc ça, c'est une première chose, c'est l'accompagnement. Après, il faut faciliter le dépôt de plainte. C'est ce que l'on a fait avec le dépôt de plainte en ligne, avec le fait de pouvoir aussi intervenir dans d'autres lieux que les commissariats. Il faut évidemment former les policiers à l'accueil pour qu'on n'entende plus des femmes qui ont été mal accueillies par des policiers. Et ça, c'est vraiment en train de changer résolument. Il y a une vraie prise de conscience de l'importance de cette première rencontre avec la femme qui est victime. On a aussi levé le secret médical pour les médecins qui constateraient des violences chez des femmes qui ne souhaiteraient pas porter plainte, pour que quand ils sentent qu'il y a un danger vital sur cette personne, qu'ils puissent prévenir quand même la police. Donc vous voyez, rien que sur le dépôt de plainte, il faut agir sur différents aspects pour réussir à couvrir toutes les situations, parce que chaque situation est différente, et donc ce qui conviendra à une femme ne conviendra pas à une autre. Et en fait, il faut vraiment sortir de cette logique de se dire voilà, j'ai la solution, voilà comment il faut faire, mais au contraire faire du sur-mesure et permettre à chaque femme de trouver le bon dispositif et le bon accompagnement. Et puis, il faut une prise de conscience de tous. Il faut une prise de conscience de tous, et puis un peu de courage. De courage pour aussi parfois des voisins qui doivent dénoncer, des entourages qui doivent alerter. Et ça, c'est finalement se dire que chacun a une responsabilité, chacun. Chaque citoyen peut donc influer en ce sens. Vous êtes un petit peu bien branché, si on peut dire, sur les institutions. Il y a quelque chose qui a forcément fait l'objet de l'actualité, c'est la campagne des parrainages, qui a provoqué de multiples polémiques. Nous avons eu l'occasion de nous entretenir avec Hélène Touy du Parti Animaliste, qui n'a pas obtenu les parrainages. Beaucoup on dit, d'influence sur les lobbies, des pressions sur les élus et beaucoup d'autres choses. Est-ce qu'on doit changer ce système? Moi, je ne crois pas. Moi, je crois que nous avons besoin d'un système de filtre pour l'élection présidentielle, pour plusieurs raisons. D'une part parce que l'élection présidentielle, c'est une élection majeure dans notre système démocratique, et donc on ne peut pas avoir des candidats qui exprimeraient des opinions soit complètement farfelues, soit complètement anti-républicaines. Écarter les fantaisistes. On a besoin d'écarter un peu les fantaisistes, ce d'autant plus que dans notre système, on parle souvent du remboursement des frais de campagne au-delà de 5%, mais il faut que vos auditeurs sachent qu'en dessous de 5%, il y a quand même un remboursement des frais dépensés à hauteur de 800 000 euros. Donc, si vous avez des centaines de candidats, il faut savoir que ça représentera un coût non négligeable pour les finances publiques et donc pour les citoyens, puisque les finances publiques, c'est leurs impôts. Et donc, il faut rester, à mon sens, raisonnable. Donc, il faut un système de filtre. Après, quel doit être ce filtrage? Moi, je crois que, somme toute, le système qu'on a aujourd'hui, même s'il a des imperfections, finalement, est le meilleur des systèmes. Lorsque l'on prétend être président de la République, pouvoir s'appuyer sur des élus locaux partout sur le territoire et également dans nos outre-mer, je pense que c'est important pour quelqu'un qui aspire à diriger après le pays pendant 5 ans. Et on voit bien au final, regardez, tous les candidats
qui, à part effectivement la présidente du parti animaliste, tous les autres candidats ont réussi à obtenir leur parrainage et ainsi tout le monde sera représenté. Et vous ne trouvez pas ça à dommage, l'élection. justement, entre guillemets, sans prise de position politique, que la cause animaliste, qui a rassemblé plus de 600 000 personnes aux européennes en 2019, est-ce que vous ne pensez pas que c'est un petit peu dommage? Ce n'est pas une candidature fantaisiste, ça n'a pas l'air. Est-ce que vous ne trouvez pas ça un peu dommage qu'il y ait peut-être une ou deux candidatures qui soient passées au travers du filtre et qu'elle-même s'est dite victime de lobby des chasseurs et de pression sur les élus ruraux? Est-ce que vous ne trouvez pas ça un petit peu... Alors, ça dégoûterait pas de la politique finalement? je ne crois pas. Maintenant, il faut savoir que la cause animaliste, c'est une cause que l'on porte tous. On a voté des textes très importants à l'Assemblée nationale sur ce sujet. Je suis moi-même signataire du référendum d'initiative partagée qui proposait un certain nombre de choses, dont l'interdiction notamment des chasses à courre. Donc ce sont des sujets transversaux dont tout le monde doit s'emparer. Et l'existence d'un parti animaliste permet justement d'apporter ces choses dans le débat public, de faire en sorte que tout le monde, la société et les élus s'en emparent. Ils seront présents, j'espère, aux législatives. Moi, je suis en contact avec les représentants dans ma circonscription, dans les Yvelines, au Vésinet notamment. Ils portent une vraie voix, vous avez raison. Maintenant, le système, c'est ce que je vous disais, il n'est pas forcément parfait, mais en tout cas, à mon sens, il est nécessaire. Et effectivement, il peut avoir des effets collatéraux déplorables pour tel ou tel candidat, mais c'est assez inévitable, malheureusement. Quelques imperfections, mais finalement un système qui fait plutôt ses preuves, quoi. Exactement. Ok. La démocratie, beaucoup en parlent, c'est un sujet qui vraiment cristallise. Est-ce qu'une réforme profonde des institutions, elle est nécessaire? Vous aviez porté à un moment la réduction du nombre de députés, une proportionnelle. Ça serait quoi finalement le projet de loi de demain qui pourrait peut-être redynamiser les instances, peut-être leur redonner plus de pouvoir, notamment l'Assemblée nationale? Ouais, moi je crois qu'on a besoin évidemment d'une réforme démocratique dans notre pays. On a bien vu, vous en avez parlé tout à l'heure, la crise des Gilets jaunes a montré qu'il y avait un écart très grand qui s'était créé entre les élus et les citoyens. On a essayé de le combler, nous, en 2017, quand nous sommes arrivés au pouvoir. On parlait de l'arrivée de la société civile, c'était de dire des élus vont aller à l'Assemblée nationale et ces élus, ce sont des hommes et des femmes comme vous, ce ne sont pas des professionnels de la politique. Moi, je n'avais jamais fait de politique avant d'être élu. Donc, on avait essayé de faire, je pense qu'il faut aller plus loin. Et il faut aller plus loin avec deux axes. Un axe sur la démocratie dite représentative, donc c'est le Parlement, les élus, pour avoir un Parlement qui correspond mieux à la société française, donc une dose de proportionnel, assurément, pour représenter mieux tous les courants politiques. Il faut peut-être après que chaque groupe s'interroge sur la représentativité qu'il peut avoir à travers ses élus. On sait toujours que, par exemple, les ouvriers sont très peu représentés à l'Assemblée nationale, donc il faudrait qu'il y ait une meilleure représentation. Plus de pouvoir au Parlement, mieux rééquilibrer les pouvoirs, donc plus de pouvoir au Parlement, plus de temps pour travailler, plus de temps pour concerter avec les corps intermédiaires, à travers par exemple le CESE, mais autrement avec les syndicats, avec les citoyens, que le Parlement puisse lancer des consultations citoyennes, puisse interagir avec la société civile quand il construit des projets de loi, et pour cela il faut du temps, et ne pas travailler dans la précipitation. Donc ça, c'est le volet parlementaire. Et puis, il y a le volet démocratie directe. Moi, je crois beaucoup à plus de consultations des citoyens, par référendum, plus souvent, sur plus de sujets. Donc, par référendum, sur des consultations locales aussi, sur des consultations départementales, régionales. On pourrait consulter les franciliens sur les transports, on pourrait consulter dans une ville sur l'aménagement d'une place, etc. Des sujets de la vie quotidienne et se dire finalement, un peu comme ce qui se fait en Suisse, avoir des consultations qui regroupent le même jour des sujets d'intérêt locaux, des sujets d'intérêt nationaux. On pourrait penser à l'Alsace notamment. Pour désacraliser en fait un petit peu la procédure de référendum qui aujourd'hui en France est quelque chose de tellement exceptionnel qu'on en fait un objet politique, alors que ça devrait être vraiment un objet pour consulter les Français. Donc je pense qu'on peut renouveler la démocratie participative à tous les échelons, pas uniquement national, et ce serait aussi l'occasion, je crois, de pouvoir expérimenter à cette occasion-là des formes de vote. Sur des consultations locales, on pourrait essayer du vote électronique, du vote par correspondance, du vote différé, etc. Un peu comme on peut travailler sur ces choses-là, pas forcément, vous voyez, sur l'élection présidentielle, mais on pourrait avoir
je pense qu'il faut être très imaginatif en fait, et ça se construit avec les citoyens. On pourrait prendre le cas de l'Alsace, qui a fait une consultation pour peut-être redevenir l'Alsace. Vous seriez partisan, peut-être que par exemple, les Alsaciens votent pour savoir si oui ou non ils voudraient par exemple se séparer de cette grande région qu'est le Grand Est. Ça pourrait être c'est un exemple parmi tant d'autres. Mais... Alors il faut qu'on regarde en fait, et c'est pour ça que je disais, il faut bien articuler tout. Et donc on sait qu'on a créé les grandes régions il n'y a pas si longtemps que ça. Il faut voir à partir de quand, par exemple, par consultation citoyenne, on peut revenir sur quelque chose qui vient d'être voté par la loi. Donc est-ce qu'on met un délai? Est-ce qu'on n'en met pas? Vous voyez? Donc tout ça se discute avec bien évidemment les parlementaires et avec les citoyens. Mais ce qui est certain, c'est qu'il faut évidemment plus demander aux gens leur avis. Il faut qu'ils construisent la solution avec nous. Donc c'est pour ça que je disais, pour le Parlement, il faut qu'on ait du temps pour légiférer, pour pouvoir construire les lois avec les citoyens. Donc ça, c'est vraiment le travail de construction. Mais en même temps, après, je pense que sur certaines choses, il faut demander leur avis aux citoyens. Et il faut aussi qu'eux décident sur quoi ils veulent qu'on leur demande leur avis. Il ne faut pas que ça soit descendant, il faut que ça soit descendant et ascendant. D'accord, ok. Vous parliez tout à l'heure de société civile. Vous en êtes issu. Vous avez donc été bénévole au Resto du Cœur. Vous retenez quoi de cet engagement? Est-ce que finalement, ça ne vous a pas un peu connecté à la réalité, alors qu'on dit souvent que les politiques sont déconnectés des réalités? Ouais. Alors déjà, moi, vous savez, j'ai 5 enfants, donc je suis hyper connectée à la réalité en termes de vie classique, de repas à faire, de contingences matérielles, de vie scolaire, etc. On est tous connectés dans la réalité, et encore aujourd'hui, quand je fais mes courses au supermarché, j'ai des gens qui viennent me voir en me disant « Ah, madame la députée, vous faites vos courses ?» En fait, oui, il faut que je mange, il faut que mes enfants mangent, c'est évident. Mais en fait, ils sont surpris parce qu'ils se disent « Ah, mais un politique n'est plus dans la vraie vie. » Il a quelqu'un pour faire ses courses. Il a quelqu'un pour faire ses... Ben non, en fait, il n'a personne pour faire ses courses. On est juste encore dans la vraie vie, mais les citoyens ne l'ont pas forcément à l'esprit. Donc, la connexion, on peut l'avoir, on l'a. Maintenant, les Restos du Cœur, c'est autre chose, en fait. C'est le fait de participer d'un projet global avec des gens qui viennent de tout horizon et qui ont une cause comme ça qui leur tient à cœur et qu'ils ont envie pour laquelle ils ont envie d'œuvrer. Et puis, c'est le contact avec les gens. En fait, c'est très concret. Parce que moi, j'ai fait 2 choses au Resto du Cœur. Je m'occupais d'une part de l'accès à la justice, donc faire en sorte que les personnes qui viennent au Resto du Cœur puissent avoir des conseils juridiques. Et donc, je négociais avec des avocats pour qu'ils viennent gratuitement au centre des Restos du Cœur. Donc ça, c'était vraiment un aspect, disons, plus global. Et puis, j'ai dirigé des centres. Et donc là, c'est très concret. Vous accueillez les gens et les questions qui se posent à vous, c'est comment je vais les accueillir? Est-ce qu'on va avoir suffisamment de nourriture dans nos frigos pour servir toutes les personnes qui vont venir aujourd'hui, etc. Et en fait, ce côté très concret, très efficace, très utile tout de suite, ça, c'est quelque chose qui m'a marqué et qui en fait nourrit mon action politique, dans le sens où en fait souvent l'action politique elle est pour le long terme, mais on a aussi besoin d'avoir une action politique qui soit très concrète, qui soit immédiate, qui soit utile et qui soit perceptible par les gens, parce que il faut s'inscrire dans le réel et dans le quotidien. C'est malheureusement déjà l'heure de la conclusion de cette interview. Ça va être face caméra, vous allez donc pouvoir adresser un message, celui que vous voulez, juste ici à nos spectateurs. En fait, le message que j'ai envie d'adresser, c'est le message démocratique. C'est que pour qu'une démocratie fonctionne bien, et on voit aujourd'hui dans le contexte international à quel point c'est précieux, mais à quel point c'est aussi fragile, on a besoin que tout le monde s'engage. On a besoin que tout le monde s'engage, soit en décidant d'agir au sein d'associations, au sein de collectifs, au sein de la vie politique, dans une ville, dans un département ou au niveau national. Et on a besoin que les gens aillent voter. On a besoin d'un engagement de tous pour faire vivre notre démocratie. Et donc j'espère qu'aux prochaines élections, vos auditeurs, vos téléspectateurs iront voter. Et puis surtout qu'après, ils s'engageront dans la cause qui leur tient à cœur. Mais on a besoin d'engager aujourd'hui. Merci Yael Braun-Pivet pour cette interview. Et puis bonne campagne, on imagine que vous allez être investi là-dedans et puis peut-être que vous vous représenterez en tant que député. Nous verrons ça très prochainement. Merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt. Merci à vous. Merci.